Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Au chevet de la Côte d'Ivoire est la dernière œuvre de Nicodème Sako et nous sommes avec lui aujourd'hui donc pour décrypter cet ouvrage. Nicodème Sako, est-il besoin de le rappeler, est directeur général de SOS Coaching et Consulting. Il est également chargé de l'accompagnement psychologique et spirituel dans les cours secondaires méthodistes et chargé des cours de religion. Il est également chargé du renforcement des capacités des cadres d'entreprise et de formation d'associations professionnelles et politiques. Marié, père de 2 enfants. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette présentation, monsieur Nicodème? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf que, bon, je fais partie aussi de une grande association des chrétiens, décideurs et hommes d'affaires qui se réunissent chaque fois pour apporter un plus stratégique à l'économie de la Côte d'Ivoire. Et il s'agit de quelle association? C'est l'association New Africa Builders. New Africa Builders. Voilà. Alors, monsieur Nicodème Sako, vous nous proposez une œuvre dont le titre est évocateur, Au chevet de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce titre? Ce titre Au chevet de la Côte d'Ivoire, d'abord parce que, premièrement, cela dépend de ma formation académique. J'ai fait une maîtrise en criminologie et tout ce que nous avons appris nous amène à aller au chevet des personnes ou au chevet de la société, d'abord. Ensuite, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, sans diagnostic, de façon globale. C'est un pays sous-développé, donc c'est un pays qui a besoin de développement. Donc quand un pays a besoin de développement, un pays qui est fragile, on vient à son chevet. Donc c'est au chevet de la Côte d'Ivoire à cause d'abord de ma fonction, de ma profession, et aussi à cause de ce que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, qu'il faut apporter des stratégies pour le développement de ce pays. Au-delà du titre, une image nous interpelle sur la couverture donc, de cette œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette image? Oui, pour parler comme les égyptologues, c'est-à-dire des personnes qui connaissent toute l'histoire de l'Égypte, je parlerai d'Amonophis. Amonophis, c'est le fils d'Agou, c'est un individu qui a solidifié à un moment donné l'Égypte qui était en difficulté. Il a fait des greniers pour conserver les aliments de l'Égypte en période de sécheresse. Et cela a duré pendant près de 30 ans. C'est quelqu'un qui était aussi fort en médecine et qui était un génie en architecte. Donc, vous dites simplement que ce monsieur-là venait d'une école qui était en Égypte. Et à partir de cette école-là, il a appris beaucoup et il a apporté un plus à l'Égypte qui était, dans le monde connu, une puissance économique. Donc, on a besoin, des personnes comme lui ici en Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique, pour que l'Afrique arrive à redevenir cette puissance économique d'antan dans l'Antiquité. Alors, si vous nous dites que la Côte d'Ivoire est malade, de quoi souffre donc ce pays? Bon, la Côte d'Ivoire est malade parce que il y a 2 choses dans ma formation que nous avons. Soit vous êtes une puissance économique, soit vous êtes un pays faible. Je dirais plutôt que la Côte d'Ivoire est fragile. Je préfère utiliser le mot fragile. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire souffre de la puissance, de la solidité de son économie et de la solidité de sa politique, de l'organisation politique. C'est pourquoi nous avons essayé d'apporter quelques stratégies pour permettre à cette Côte d'Ivoire d'être une puissance. Voilà. Pour me résumer, la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas solide, voilà, et qui a besoin de puissance. Avant d'aller plus loin donc, dans cet ouvrage, on voudrait revenir un peu sur celui qui a préfacé l'œuvre, Bénien Jean-Jacques. Qui représente-t-il pour vous? Pour Bénien Jean-Jacques, il a fait vraiment quelque chose de capital pour moi. Il est d'abord un très grand docteur, un écrivain, donc quelqu'un qui a pu lire l'œuvre. Vous savez, pour préfacer une œuvre, il faut pouvoir lire cette œuvre-là. Et quand j'ai vu que Bénier a pris son temps pour lire le livre, il a compris le livre, il a demandé à ce critique-là de vraiment préfacer ce livre. Donc c'est un ami et qui a eu à cœur de lire l'ouvrage. Et moi, j'aime cela. Je n'aime pas avoir des préfaces un peu superficielles, mais avoir des préfaces pour des personnes qui ont pris en compte la lecture même de l'ouvrage.
Très bien. Alors, le livre est subdivisé en 3 grands chapitres. Alors, nous allons parler de ces différents chapitres et du message qu'ils renferment concrètement. Alors, le premier chapitre, est-ce que vous pouvez lever un point de voile donc, sur le premier chapitre de ce livre? Oui, le premier chapitre parle de l'alternative économique que je propose. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Voilà. D'abord, en tant qu'État, en tant qu'une nation, la Côte d'Ivoire a besoin d'une philosophie économique. C'est-à-dire, sans une philosophie économique, on ne peut pas être en marche, comme le disait Macron, pour être en marche. Donc, la première des choses, il faut avoir une philosophie économique. Et pour moi, j'ai proposé une certaine politique en me basant sur un fait naturel, qui est, qu'on appelle ça la croissance du fœtus. Et la croissance du fœtus vient toujours de la mère. Donc pour moi, pour que la Côte d'Ivoire soit une puissance économique, sa philosophie doit être basée sur ses propres ressources, ses ressources humaines et ses ressources naturelles. En ce moment-là, elle aura une forte croissance. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc la première des choses, c'est une philosophie. Ensuite, on aura d'autres domaines, et quand le lecteur va lire, il va découvrir. Ensuite, il y aura d'autres domaines comme le capital savoir. Le capital savoir, c'est-à-dire le capital humain. Comment est-ce que l'éducation, avec beaucoup de stratégies, comment investir dans l'éducation? Pour vous, le capital savoir doit être au centre du développement. Primordial au développement. Et cela est démontré par tout ce que nous connaissons comme les Asiatiques, aux États-Unis. La primauté est le capital savoir, c'est-à-dire le potentiel de chaque humain. Quand chaque humain arrive à réaliser son rêve, on a un État qui se développe. Qu'est-ce qui fait que ce problème existe encore aujourd'hui, 60 ans après les indépendances? Il faut d'abord remercier nos dévanciers, le président Félix Houphouët-Boigny qui a mis du temps a donné beaucoup de stratégies au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, lui, il avait une vision. Il a voulu qu'en 20 ans, il n'y ait plus de cadres européens en Côte d'Ivoire. Et il a réussi. Cela déjà en 70, déjà, vous voyez que 70-80, il a mis vraiment beaucoup dans le budget ivoirien dans l'éducation. Vous voyez? Donc il a permis maintenant aujourd'hui, quand nous sommes là, vous et moi, aujourd'hui, après des universités qu'il a créées, il n'y a pas de cadre, pratiquement plus de cadres dans les sociétés ivoiriennes. Donc, pour montrer que nos dévanciers nous l'avaient déjà ont commencé cela, mais il faut continuer. Il faut continuer parce que il y a eu un moment, je peux le dire, qu'il y a eu un certain relâchement au niveau de l'éducation, au point de vue stratégique, pas au point de vue de, comment on appelle ça, de la construction des écoles, mais au point de vue des stratégies pédagogiques pour amener l'individu à réaliser ses rêves, pour amener l'individu à être compétent et être leader. Donc ça a beaucoup manqué et il faut revenir là-dessus. Sinon, vraiment, je pense que nous sommes en train de partir dans une aventure qu'on ne peut même pas savoir parce que l'individu qui n'a pas un véritable capital humain, qui n'accumule pas le savoir, est vraiment perdu. Quand il est perdu pour la nation. Et la nation perd en potentiel humain. Au-delà des infrastructures et de tout autre investissement, comme vous le dites, il faut continuer à investir dans l'éducation, dans la formation donc, des populations. Le deuxième chapitre du livre aborde un thème très important, surtout pour la Côte d'Ivoire, pour un changement politique. À l'orée des élections de 2020, est-ce que ce livre n'arrive pas à point nommé pour éclairer donc, nos dirigeants sur la question de l'importance de la politique dans le développement d'un pays? Oui, je pense que le livre a traîné, mais il arrive au moment où on a besoin, personnellement, je ne le dis pas, de projets de société. Okay? Et ce livre-là vient aussi comme un projet de société. Et dans ce deuxième chapitre, il n'y a pas de changement politique. Pour moi, il faut passer à un régime beaucoup plus qui permet des libertés. C'est ce que j'appelle un régime bicaméraliste. C'est-à-dire un régime qui est dominé par le parlementaire. Okay? Un régime qui a un Sénat et un Parlement. Comprenez? Donc, pour qu'on ait beaucoup plus de liberté, c'est comme le cas de la Suisse. J'ai pris le cas de la Suisse où on a un régime parlementaire. Et dans ce régime-là, c'est le Parlement qui nomme
chaque poste ministériel. Vous comprenez? Et c'est ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Chaque poste ministériel, on a des parlementaires qui s'asseyent et qui nomment chaque individu à un poste. Et on travaille de manière collégiale. Il n'y a pas un individu qui domine toute la nation. Et en Afrique, quand l'individu qui domine toute la nation, on assiste à une monarchie. On peut dire même qu'on est quelque part dans un empire, parce que l'individu décide et les autres ne font que applaudir et continuer. Mais ici, avec le système que je propose, il n'y a plus d'individus qui décident seuls, on décide de manière collégiale. Vous comprenez? C'est-à-dire, les ministres sont assis, on discute sur un problème et de façon collégiale, on décide que voilà ce qu'on va faire. Vous voyez? Donc ça permet à la société de travailler, ça permet beaucoup de liberté à la société. C'est le cas des États-Unis et le cas de la Suisse. Vous comprenez? En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, bon, personnellement, je ne sais pas dans quel type de régime nous sommes. Je ne sais pas quel type de régime nous sommes. Qu'est-ce qui fait que le schéma que vous proposez n'est pas appliqué en Côte d'Ivoire? Le schéma n'est pas appliqué parce que, comme je l'ai dit, les personnes qui veulent venir au pouvoir n'ont pas de projet de société. C'est pourquoi ce livre est indispensable. Ils n'ont pas de projet de société. Ce livre est un projet de société. C'est un projet de société. Un projet de société. Les personnes qui arrivent, et je l'ai fait parce que je voudrais qu'on change des débats en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faut se battre, il faut débattre sur des projets de société. Quand on ne réagit pas en fonction des projets de société, on assiste à des injures dans la presse, on assiste à des menaces, on assiste à des jalousies, à des critiques. Mais lorsqu'on a des projets de société, quand chaque individu a un projet de société, vous voyez que là, on gagne en intellectualisme. Chacun présente son projet et on se rend compte que le pays avance parce qu'il y a des intellectuels qui réfléchissent sur son devenir. Et moi, c'est pourquoi je dis qu'en Côte d'Ivoire, si nous voulons avoir des nouvelles élites économiques et des nouvelles élites politiques, il faudrait que ce soit des personnes qui nous proposent des projets de société comme je l'ai fait. Vous voyez? Et cela va permettre au pays d'évoluer. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit dans mon texte, le chef de l'État l'a dit, il faut des nouvelles générations. Moi, je souhaite dire, j'ajoute à ce que le chef de l'État a dit, qu'il faut une nouvelle mentalité de politiciens et d'hommes politiques. Vous comprenez? Pour que la Côte d'Ivoire avance. Si nous nous arrêtons aux leaders simplement, à la personne, nous allons assister à une certaine médiocrité au niveau de la politique et ça sera la culture de la mort. Alors que quand il y a un projet de société, c'est la culture de la vie. Et les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin de la vie. Alors le troisième remède que vous proposez pour remettre la Côte d'Ivoire sur pied, c'est une nouvelle armée. De quoi voulez-vous parler concrètement? Oui, une nouvelle armée parce que l'armée n'est pas un emploi. J'assiste, je regarde, j'observe, je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, l'armée est devenue un emploi. Non, l'armée a été toujours un militantisme extrémiste. Celui qui va dans l'armée est un sacrifié déjà pour la société. Il se bat pour protéger la société et il n'a plus rien à voir avec tout ce qui est civil. Vous voyez? C'est pourquoi, pour moi, je pense que nous devons avoir une armée forte. Aujourd'hui, vous voyez, tout à l'heure, on a entendu que le Burkina a attaqué. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va courir après la France et courir après les États-Unis? Non. La Côte d'Ivoire que nous aurons d'ici 2050 sera une Côte d'Ivoire, si on applique ce que je dis, sera une Côte d'Ivoire qui saura se défendre parce qu'elle aura une armée forte par le recrutement des personnes qui se sentent sacrifiées pour la nation et avec un véritable budget pour équiper l'armée ivoirienne. Je pense qu'après 60 ans, je ne pense pas qu'on puisse encore aller écrire des lettres à des présidents pour venir défendre notre propre nation. Voilà pourquoi je donne ici des exemples. Et je pense que d'abord, le premier élément, il faut des personnes sacrifiées pour la nation. Le deuxième élément, un véritable budget pour que la Côte d'Ivoire soit forte et ne recourt plus après 60 ans après d'autres nations pour se défendre. Ce projet de société, ce livre s'adresse à qui? Ce livre s'adresse à tout le monde, particulièrement à nos gouvernants et aux futurs dirigeants de la nation. Mais ce livre-là est pour moi aussi une occasion
de présenter, d'être un exemple de futurs politiciens. Bon, parce que moi j'aime la politique, mais je considère cela comme une mission, mais présenter pour dire aux futurs politiciens, si vous voulez venir en politique, présenter un projet de société. Le projet de société va permettre la vie. Mais tant qu'il n'y a pas de projet de société, il n'y a que la culture de la mort. Voilà. Donc c'est l'objectif même de ce livre. Très bien. Quel style littéraire trouve-t-on dans cet ouvrage? Bon, c'est un essai. Un essai, dans l'essai, j'ai procédé par ma formation à des recherches. Parce que quand vous êtes un coach formateur, c'est celui qui fait beaucoup de recherches pour proposer après des recherches. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour de la littérature, mais surtout qui ne propose pas que des illusions, mais qui propose ce qui a été expérimenté ailleurs. Et ce que je l'ai fait avec cette méthode, qui est une méthode basée sur le modèle de certains pays, qui ont réussi en utilisant certaines méthodes que je pense qu'on peut appliquer au contexte de la Côte d'Ivoire et aussi de l'Afrique. Le livre est édité en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, le livre est édité par la maison d'édition Le Sérap. On peut le trouver à la librairie du Sérap et dans toutes les librairies de la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Nicodème Sako, nous sommes au terme de notre entretien. Quel message souhaiterez-vous qu'on retienne de votre passage ici et de votre œuvre? Bon, dans mon œuvre, c'est vous dire aux gouvernants et aux futurs gouvernants que nous pensons, en ce qui concerne nous, les leaders chrétiens et décideurs de Côte d'Ivoire, qu'en 2050, l'Afrique doit devenir le continent leader. Et c'est pourquoi nous écrivons tous ces ouvrages-là, pour amener la jeunesse à saisir l'opportunité et faire de l'Afrique un continent puissant. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Nicodème Sako, auteur de l'œuvre Au chevet de la Côte d'Ivoire. On rappelle que c'est sa deuxième œuvre disponible. La première s'appelle Comment rendre une nation puissante. On vous invite donc à vous procurer massivement cette œuvre Au chevet de la Côte d'Ivoire pour comprendre la proposition ou le projet de Monsieur Nicodème Sako.